Bonjour, nous sommes présentement à la Centre de la petite enfance Canel et Pruneau, dans notre nouvelle bâtisse. Moi, je suis la directrice, Patricia Mayer, et je vous présente mon mari, Marc Moreau. Bonjour. Nous allons parler un petit peu de notre projet de cette nouvelle bâtisse, parce qu'on trouve que c'est quelque chose qui est très important pour la ville de Témiscamingue. La ville de Témiscamingue, il y a tellement de gens qui se sont impliqués dans ce projet. Donc, c'est très important de parler de toutes les étapes parce que je crois que c'est quelque chose que tout le monde, tous les citoyens de Témiscamingue devraient être fiers de ce projet. Parce que si on n'avait pas eu l'implication de tous les bénévoles et tous les organismes de la ville de Témiscamingue, on n'aurait jamais réussi à faire qu'est-ce qu'on a fait. Donc, je vais commencer par dire que le début de ce projet-là a commencé à cause de mon mari Marc, qui a vu qu'on regardait pour rénover la vieille bâtisse de la garderie qui se situe sur le 31 rue Windsor. Et il essayait de nous convaincre de changer d'idée puis acheter cette bâtisse ici puis la rénover à place. Et je vais vous laisser parler un petit peu parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas personne qui était pour son idée, surtout pas moi. Ça a pris beaucoup pour me convaincre d'embarquer dans ce projet. Donc, je vous laisse parler un petit peu. OK, merci. Le projet, effectivement, initialement, c'était de rénover la bâtisse existante qui avait proche de la rue Kipawa. Le dilemme, c'est que quand ils ont monté le projet, l'architecte avait estimé, je me souviens plus, c'était 170 000, je pense, les rénovations, les coûts de rénovation dans la bâtisse existante. 150 000? 150 000 $. Puis, quand ils ont été en soumission, ils ont été chercher les soumissions réelles des contracteurs, c'était rendu pas loin de 300 000. Ça a proche doublé. C'était pratiquement le double de ce que c'était initialement. Le ministère avait déjà techniquement approuvé le projet. À 300 000 $, on trouvait que c'était pas mal d'argent à investir dans une bâtisse où l'agrandissement était pratiquement impossible. Puis en plus, il y avait un autre dilemme, c'est que les enfants, quand ils sortaient des voitures pour aller dans la garderie, ils étaient obligés de passer par la rue. Il n'y avait pas beaucoup de stationnement non plus pour la quantité d'employés que la garderie avait dans ce temps-là. Fait qu'à ce moment-là, il y avait déjà, d'ailleurs, regardé à certaines bâtisses, avant de regarder la rénovation de la bâtisse existante, il avait regardé à un réaménagement à l'extérieur de la bâtisse qui était. Fait qu'il avait regardé à acheter d'autres bâtisses. Nous avons même regardé cette bâtisse ici, mais à ce moment, il voulait 365 000, si je ne me trompe pas. Donc, c'était un petit peu en dehors du budget du CPE. Oui. Puis, l'autre dilemme qu'il y avait aussi, c'est que même s'ils rénovaient la bâtisse existante, ils étaient obligés de déménager pendant une certaine période de temps, durant le temps de la construction à l'intérieur de la bâtisse. Fait que tu avais deux déménagements. Un déménagement pour sortir, un autre déménagement pour rentrer dans la bâtisse une fois que toutes les rénovations étaient faites. Plus 300 000 $ à peu près de rénovation à faire dans la bâtisse. Fait que essayez de regarder, voir. Même avec le 300 $ de rénovation, il y avait encore beaucoup de problèmes avec la bâtisse existante. Il y avait beaucoup de choses qu'on mettait de côté, qu'on savait qui étaient à réparer à court terme, comme le mur extérieur, le sous-sol, les salles. On fonctionnait avec 4 salles, mais dans le fond, on avait 6 groupes. Donc, il y avait 4 groupes qui fallait qu'ils partagent une salle. Donc, c'était pas l'idéal pour vraiment suivre le programme éducatif qui est fortement recommandé par le ministère de la Famille et de l'Enfance, qui est présentement plus le ministère de la Famille et de l'Enfance, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. En tout cas. De la base, vous pouvez aussi voir que vous pouvez vous imaginer 45 enfants dans une seule bâtisse, sur 2 étages. Les gens qui sont sur le premier étage, mais c'est très, très, très bruyant pour les gens qui sont en dessous. Fait qu'ils se font toujours marcher sur la tête.
45 enfants âgés entre 3 ans et 5 ans, ça court, c'est en vie, c'est actif, ça mène du bruit. Fait que tu entendais toujours les gens qui étaient au-dessus dans le sous-sol. Ouais. Fait que c'était un autre des problèmes. Fait qu'il y a plusieurs problèmes, là, où ils disaient, ben écoute, on serait peut-être mieux vraiment d'essayer de pousser fort pour déménager, si on est dans un autre bâtisse. Ça a donné comme ça. Un hasard, on était à la banque pour des affaires personnelles, puis on parlait que c'était la Banque nationale qui avait la bâtisse ici. On a glissé mot aux gens, voir, y a-t-il moyen de faire descendre ça, ce prix-là? Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas justifier au gouvernement d'investir 300 000 $ minimum juste sur la bâtisse, plus un autre 400 000 $ en rénovation pour être capable d'aménager les locaux. C'était pas justifiable. D'après le ministère, notre bâtisse actuelle était pas si pire. Comparé à d'autres CPE dans la province, notre bâtisse n'était pas si pire que ça. On avait vu bien pire que ça. Donc, on a même essayé de faire venir le régie du bâtiment pour qu'il déclare la bâtisse insalubre. Insalubre, oui. Insalubre. Et ça n'a pas marché. Parce que au niveau structurel, la bâtisse est en parfaite condition. Il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. La seule chose qu'ils ont soulevé, c'est les changements d'air, c'est-à-dire le système de ventilation. Pour proche 60 personnes dans la bâtisse, était inadéquat. OK, les niveaux de CO2, par exemple, dans l'air, n'était pas acceptable. Le taux d'humidité dans la bâtisse n'était pas acceptable non plus, au sous-sol, bien entendu. Là, des choses comme ça. L'humidité était acceptable, mais c'était sur la ligne supérieure, on peut dire, de l'acceptable. Fait qu'à ce moment-là, il fallait trouver à cette heure, mais qu'est-ce qu'on va faire pour être capable de le justifier au ministère? Comment on va faire pour changer d'idée? Comment tu fais pour faire changer un gouvernement d'idée? On a été chercher des appuis. C'est là, à ce moment-là qu'on a été chercher un paquet d'appuis. On a commencé par aller chercher des appuis pour commencer des employés, parce qu'écoute, si les employés, tu n'es pas capable de nous appuyer là-dedans, ça ne valait pas la peine d'aller plus loin que ça. Parce que c'était impossible d'aller voir, par exemple, le député régional, puis dire, écoute, il faut t'appuyer ce projet-là, ou faire changer l'idée au gouvernement de plus rénover, puis d'acheter ici. Ça fait que les employés, on les a rencontrés, Patricia les a rencontrés. De façon unanime, eux autres, ils ont dit, oui, on est prêt à attendre. On va attendre au moins 1 an. Ils savaient que la période d'attente est pratiquement d'1 an. On ne rénovera pas tout de suite. On va attendre pour voir si réellement on est capable de vendre l'idée au ministère, d'acheter la bâtisse ici. Parce qu'à ce moment-là, la Banque nationale nous avait fait un offre. On a fait un offre, une contre-offre. Il y a eu plein de négociations avec la Banque nationale. À un moment donné, on s'est entendu sur un prix qui nous a semblé plus que raisonnable, qui rendrait réellement le projet réalisable. On a payé, peux-tu dire? C'était publié dans le contexte. Ah, c'était publié? OK. On a payé 178 000 pour la bâtisse. Puis, avec ça, pour réduire le prix encore plus, la Banque nationale s'est entendue avec Patricia pour continuer à louer le locaux qu'il y avait dans l'ancienne banque. Là, si de ne pas terminer leur bail, de payer jusqu'à la fin de leur bail. Jusqu'à la fin de leur bail, qui se finit en 2005. En tout cas, c'est l'équivalent de 30 000 $. Fait que, indirectement, ça donnait encore le prix. On a payé vraiment, je pense, c'est 148 en tout pour la bâtisse. Fait que, à ce prix-là, on ne pouvait pas essayer de vendre l'idée au ministère. Donc, à ce moment-là, juste pour rajouter un peu d'intérêt, notre conseiller au ministère de la Famille et de l'Enfance a quitté. Et on avait un nouveau conseiller qui commençait dans le mois de juillet. Je crois qu'il a commencé comme le 22 ou 23. Moi, j'ai laissé un message sur son répondeur le lendemain matin. Il m'a rappelé, j'ai dit qu'il fallait absolument que je lui voie pour lui parler de ce projet-là. Donc, c'était M. Daniel Savaria. Il m'a rappelé dans la première semaine de commencer à travailler au MFE comme conseiller pour Abitibi-Témiscamingue. Et il nous a donné une date dans le mois d'août
Ouais. Je crois que c'était le 20 ou 24 août. Il me semble qu'on était en vacances. Puis il s'en venait pour me rencontrer à ce sujet-là. Et à ce moment-là, nous autres, on a commencé à se préparer. On a monté un dossier là-dessus, ben comme on a fait des esquisses. On a fait un livre, on a fait des esquisses. On a rencontré le maire de Témiscamingue, Philippe Barrette, qui nous a donné une lettre d'appui. Ouais. On a eu une lettre d'appui de le centre de santé pour tout le travail que nous faisons avec les enfants qui sont référés par le centre de santé. À ce moment-là, on avait eu... Il y a eu aussi la lettre du député régional, quand on a été rencontrés. Non, le député régional, un peu plus tard, je pense. C'était un petit peu plus tard, ça. Donc, quand M. Savaria est venu nous rencontrer, on était prêts. Il y avait plusieurs employés. Marc était là, moi j'étais là. On a présenté le projet. On est venu ici visiter la bâtisse. On a été dîner ensemble. À ce moment-là, il y avait des membres du conseil d'administration qui nous sont rejoints aussi pour montrer qu'il y avait vraiment un intérêt de tout le monde. C'était pas juste moi qui menait ce projet-là. Il y avait beaucoup de personnes en arrière de nous. Dans le document, je me souviens, on avait même identifié les gens, les volontaires, certains volontaires de la région qui participeraient au projet. Fait que, comme par exemple moi-même, puis aussi Luc. Oui, Luc Laforêt. Luc Laforêt. On avait identifié Luc qui viendrait aussi faire des inspections et des choses comme ça, parce que Luc travaille à l'entretien à l'hôpital. Fait que c'était un bon nom à mettre sur le dossier, tu sais. Puis Luc, il connaît très, très bien ça, la construction aussi. Fait que on essayait de montrer réellement au ministère que oui, la population de Témiscamingue est derrière le projet. Puis, parce qu'un des problèmes typiques de n'importe quel des projets, c'est que tu commences avec un individu puis tu finis avec un autre. Fait que le projet, il perd son cours en cours de route. Ouais, c'est-à-dire sa continuité n'est plus là. On voulait vraiment montrer au ministère que non, ce ne sera pas un problème. Oui, on voulait montrer que s'il manquait un individu, ça ne changeait pas. Là. Comme si moi, je n'étais pas là, il y avait du monde pour mener le projet pareil. Si Marc n'était pas là, il y avait Luc qui était là pour faire qu'est-ce que Marc était prêt à faire dans le projet. Puis tous les employés étaient impliqués aussi. Donc, ça montrait que c'était pas quelque chose qui était mené par une personne. Là. C'était vraiment toute une équipe qui travaillait là-dessus. Parce qu'il faut comprendre que pour Daniel Savaria, c'est son premier projet qu'il fait dans son nouveau poste. Cette bâtisse ici représente 10 000 pieds carrés. Nous autres, en surface d'utilisation, présentement, c'est à peu près 8 000 pieds. Dans la bâtisse existante, c'est 4 000 pieds carrés qu'il y avait. Dans l'ancienne bâtisse. Même pas 4 000, juste en dessous de 4 000. Ouais, un petit peu moins. Puis, tu sais, ça fait que le risque est extrêmement élevé. Le ministère, pour eux autres, ça, c'est une garderie de luxe. Au pied carré, c'est une garderie de luxe. On sait ça comme une garderie de luxe. Fait qu'il y avait beaucoup de risques. Le monsieur, puis tout ce qu'il avait à dire ce soir-là, c'est non, ça ne m'intéresse pas. On va continuer avec le projet de rénovation. C'est déjà accepté. Il n'y avait aucun risque. Puis c'est impressionnant. Le monsieur, tout de suite, tu as vu qu'il était enthousiaste. Il était enthousiaste parce qu'à cause des gens qui étaient dans le projet, bien entendu. Puis il a vu qu'il y avait vraiment l'appui de la population. C'était clair pour lui, il avait l'appui de la population. Juste tous les gens qui l'ont rencontré, je me souviens à Thème Rose, pour lui en parler, expliquer les pour, les contre, là, puis qu'est-ce que les gens avaient vécu. Les employés étaient là aussi. Il y avait 2 représentants des employés qui étaient là. Ils ont aussi expliqué les autres qu'est-ce qu'ils ont vécu un peu là-dedans. Là. Fait qu'il a bien vu que c'était un beau projet. Puis, comme je disais tantôt, la bâtisse, on la payait seulement 148 000 mais un autre 400 000 de rénovation. Tu es quand même dans un projet qui est réalisable, par rapport au budget qu'il nous donnait pour rénover. Puis là, tu as un potentiel d'agrandissement. Fait que le monsieur il a dit c'est correct, on va regarder ce qu'on est capable de faire. Ça a bien en donné. Daniel, il venait c'est lui qui avait tout monté les dossiers pour expliquer aux gens comment monter les dossiers, les guides. Les projets d'immobilisation. C'est lui qui a monté le guide. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé de préparer, c'est une étude comparative. Fait qu'il fallait comparer un projet versus l'autre pour prouver que
le projet qu'on voulait, c'était celui qui était le plus profitable. Ouais. Fait que là, on a rencontré, on l'avait-tu rencontré avant ou après Joël Perrault? Joël Perrault, c'est là que Joël Perrault Je a pense que c'est embarqué avant, pour nous aider à préparer l'étude de faisabilité. Ouais. Parce que ça nous prenait beaucoup de soumissions pour une versus l'autre, même avec le projet qui était déjà monté pour l'ancienne bâtisse, ça prenait des soumissions pour des travaux futurs qui étaient à faire à court terme. Donc, il a préparé des soumissions pour ça, il a préparé des soumissions pour les travaux qu'il y avait à faire ici. Ouais. Donc, on a monté toute cette partie-là. Quand on avait fini, c'est à ce moment-là que Marc il m'a encouragé de aller rencontrer notre député. Donc, c'est Philippe Barrette qui nous a mis en contact avec le bureau de Rémi Trudel. Oui. Et nous avons été tous les deux à Ville-Marie, puis on a rencontré son attaché Lise Roy-Paquette et René Mascotte. Oui. Et on a présenté le projet et ils étaient très enthousiastes et ont gardé tous les documents qu'on avait présentés. Et nous avons dit, OK, en attendant votre réponse du MFE, on ne fera pas grand-chose, mais quand il reste juste quelques semaines avant votre date d'échéance, parce que notre offre d'achat sur la bâtisse était bonne jusqu'au 30 octobre, nous avons dit de communiquer avec eux, puis ils mettraient un petit peu plus de pression. Je me souviens pas, on avait-tu mis l'offre d'achat avant? Oui. En même temps qu'on a rencontré Daniel, je pense pas longtemps. Avant de rencontrer Daniel, on avait fait l'offre d'achat. Hein? Oui. Oui, avec une date fixe. On avait demandé, je pense, 1 mois, quelque chose comme ça. Oui, on avait jusqu'à la fin de septembre. Oui. Et quand il fallait préparer l'étude de faisabilité, on a demandé à la Banque nationale pour une extension. Oui. Nous avons donné une extension jusqu'au 30 octobre. Donc, à la fin, quand on n'avait pas de réponse du MFE, c'est pas qu'on n'avait pas de réponse favorable, c'est juste qu'on n'avait pas de réponse. Puis notre offre d'achat venait en échéance. Donc, à ce moment-là, j'ai communiqué avec Lise Roy-Paquette au bureau de Rémi Trudel. Et elle a commencé à faire des démarches pour nous. Puis je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle a fait, mais ça a marché parce que dans le temps de le dire, on a eu une réponse. À l'interne aussi, on avait Daniel, Oui. qui poussait, Daniel Savaria, que lui poussait aussi le dossier. Il faut comprendre que, je suis certain que tout le monde la comprend bien, le gouvernement, c'est pas facile à faire bouger. Tu as plusieurs individus distincts qui ont chacun leur charge de projet, c'est-à-dire qui regardent eux autres une partie du projet, strictement une seule partie du projet. Fait que, par exemple, tu as les gens, les architectes, les autres qui regardent, bon, OK, qu'est-ce qu'ils veulent aménager, ça a-tu d'allure, oui ou non. Eux autres, ils ne regardent pas comment ça va coûter. C'est pas ça leur mission. Leur mission, c'est juste de regarder, est-ce que ça va être aménagé, c'est-tu réaliste? Sont-ils vraiment capables d'aménager ces locales-là pour respecter les normes? Puis tu as une autre partie du gouvernement que les autres ils disent, nous autres, on s'en fiche si c'est capable de réaliser ou non. Nous autres, ce qu'on regarde, c'est l'aspect financier. C'est-tu rentable? Puis ces gens-là ne se parlent pas, hein? Ils sont réellement indépendants l'un de l'autre, là. Tu te demandes des fois si ils travaillent dans le même gouvernement. T'sais. Fait que ce qui était difficile, c'est que tu avais des gens financiers qui disaient ouais, c'est peut-être avantageux. Par contre, les architectes, eux autres disaient écoute, c'est beaucoup trop gros pour ce que vous avez besoin. Tu avais beau lui dire ouais, mais c'est pas cher. Ça va nous coûter moins cher. Puis à long terme, c'est plus rentable pour nous autres. Non, c'est pas grave, les autres, ils ne regardent pas ça. C'était intéressant de voir la bataille à l'interne. Mais Daniel, il était capable de passer à travers tout ça. Puis il était capable de vendre l'idée. Puis ce que j'ai l'impression, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est ce qui s'est passé, c'est quand c'est arrivé aux finances. Mais là, notre député régional a mis, Lise a mis son grain de sel. Puis elle a fait balancer le projet de notre côté. Fait que ça a été gagné à ce moment-là. Oui, puis on a eu la réponse la dernière minute. Dernière minute. C'est pas plus dernière minute que ça. Oui. C'était juste, on a juste eu la réponse verbale. Là. Ça a pris du temps avant qu'on l'avait par écrit, mais donc
Là, on a commencé les démarches pour l'architecte. Pour l'architecte. Ça, c'était la partie super la fun. On s'était fait, si vous me pardonnez l'expression, brûler par l'ancien architecte qui avait travaillé sur les rénovations. Ça avait coûté très, très, très cher. Puis en fin de compte, quand on avait eu les estimés des contracteurs, on avait été très, très, très déçus de la qualité des estimés que l'architecte nous avait fait dès le départ. Parce qu'avoir su ça, les prix qui ont été rentrés du contracteur, le projet n'aurait probablement pas été de l'avant de la rénovation tout de suite. Fait que quand on a rencontré le ministère pour le projet ici, on n'avait pas encore de plan d'architecte de fait. On voulait pas dépenser cet argent-là. Là, on parlait de au minimum 20 000 $. Fait que, pour donner une petite idée d'ordre de grandeur, les rénovations, ça a coûté en architecte quoi? 40 000 $, je pense? Non. 30? C'était à peu près 20 000. 20 000 aussi? OK. Fait que c'était 20 000 $ là-bas. Ici, c'était au moins 20 000 $ aussi d'architecte. Fait qu'on avait attendu. Le premier architecte, il voulait 40 000. 40 000 aussi, c'est ça, c'est là que je viens de 40 000. C'est, donc, non, c'était pas. C'était non. On va continuer avec des esquisses. On a fait accepter le projet par la MFE strictement avec des esquisses qu'on avait faites à main levée, là, mais avec un ordinateur. C'était propre, là, c'était bien fait. Là. Puis, ils ont accepté ça. Puis, Joël avait même donné ses estimés basés sur ces esquisses-là. Fait que Joël Perrault, tu fais allusion à Joël Perrault. Fait que là, on a été rencontrés. On ne voulait pas avoir le même architecte, bien entendu. Fait qu'on a rencontré un autre architecte, Joël. Son nom? Non, c'est Arcade. Arcade, la compagnie Arcade, mais c'est Sirard. Joël Sirard, qui est l'architecte qui a travaillé sur le dossier ici. On s'est entendu sur un prix, ça a super bien donné. Luc Laforêt le connaissait déjà, il avait déjà travaillé dans le passé avec cet architecte-là. Donc, c'est lui qui a mené ce bout de projet-là. Il s'est organisé avec Joël pour négocier, pour s'entendre sur un prix, sur s'entendre ce qui était le livrable aussi. Qu'est-ce qu'on s'attendait vraiment d'avoir? Oui, au début, nos factures arrivaient au nom de M. Laforêt. Au CPE Canal et Pruneau. Ça nous a donné un méchant gros coup de main. Luc a bien négocié son affaire. Ça a super. Je pense que ça a coûté quoi, 20 000 au bout de l'année? 23 000. 23 000, tu sais, je dis, par rapport à ce que l'autre nous estimait au lieu de 40. C'est un 17 000 $ que tu peux mettre pour les enfants. C'est pas compliqué, au bout de la ligne. Donc, là, on est arrivé et on lui a donné qu'est-ce que nous autres on avait présenté au ministère. Joël a travaillé autour de ça. Les employés ont revisé aussi les plans. Oui, regarder, voir. Tout le long, chaque fois qu'on avait une esquisse, on faisait une réunion avec les employés. Puis les employés avaient la chance de reviser puis donner leur opinion sur qu'est-ce qu'ils pensaient marchait puis qu'est-ce qui ne marchait pas. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui est très agréable. C'est que chaque salle, les employés, il y avait leur mot à dire. Fait que toutes les choses sont faites en pensant exactement à leurs besoins. Donc, c'est très fonctionnel comme c'est là. Donc, après ça, après que l'architecte nous a remis les plans, qu'on s'est entendu, on a tout choisi, ainsi de suite, on est en soumission. Oui, puis là, on a eu une belle surprise. Oui. C'était beaucoup plus cher qu'on avait pensé. Oui, initialement. Il faut dire qu'il y avait des choses de plus, comme par exemple les planchers. Les planchers, on initialement pensait réutiliser les mêmes planchers. La plus grande surprise, on n'en voit pas beaucoup dans cette pièce-ci, mais c'était l'ameublement. Ouais. L'ameublement était complètement... Moi, j'avais complètement oublié. Luc avait complètement oublié. Tout le monde avait complètement oublié l'ameublement. Ça ne paraît pas, là, mais il y a beaucoup d'ameublement dans la bâtisse. C'était 76 000 $ qui avaient été estimés initialement juste pour l'ameublement des salles. C'était pas prévu du tout. On n'avait pas prévu ça. On y manquait, je pense, c'est 125, 130 000 $ qu'on avait sous-estimé. En passant, on avait eu 3 sous-traitants, 3 contracteurs qui avaient sous-estimé sur la bâtisse. Il y a un contracteur, celui qu'on a pris en fait, était beaucoup plus bas que les autres, beaucoup plus bas. C'est que même là que je vous dirais qu'on a hésité à le prendre parce qu'on s'est assis avec lui, on a dit écoute, il y a quelque chose que tu as dû oublier.
On a regardé chacune de ses estimés, qu'est-ce que lui sous-traitait. Toutes les estimés qu'il y a eu de ses sous-traitants, ça avait toute l'allure. Ça fait qu'on... OK, si tu penses que tu vas rentrer dans les prix, bien correct. Mais en plus, on l'a obligé de faire des coupures pour baisser les prix parce que il nous manquait, on n'arrivait pas dans notre budget. Mais en même temps, on a eu des bonnes nouvelles. On avait fait une demande pour une augmentation de places, 10 places de plus, 5 places pour une pouponnière, puis 5 places pour compléter nos groupes existantes. Et ça a été approuvé. Donc ça nous donnait un budget supplémentaire de 100 000 $. Donc ça nous a donné qu'est-ce qu'il fallait pour être capable de compléter le projet. Et fait qu'avec ce surplus-là, puis la diminution des travaux qu'on avait demandé, il y avait un petit écart encore, là, mais c'était pas mal moins grand. Là, et c'est à ce moment-là. Patricia, comme administratrice, puis comptable, a dit c'est correct, on peut y aller. Me donner un petit peu plus de lousse, là. J'étais content. Et c'est à peu près à ce moment-là aussi qu'on a su que la Caisse populaire nous donnait 25 000 $ de dons pour achat d'équipement. Donc, ça nous a aidé aussi parce qu'on a regardé, on avait 4 salles dans l'autre bâtisse et là, on était pour avoir 7, mais on n'avait pas assez d'équipement, assez de jouets pour toutes ces salles-là. Donc, ça nous a aidé beaucoup parce qu'on savait toujours qu'on avait ce 25 000 $ pour mettre juste sur les jouets. Et pendant que nous autres, on travaillait avec l'architecte, puis le contracteur, puis tout ce qui va alentour de ça, il y avait une équipe d'éducatrices qui se sont mis ensemble pour vraiment planifier très bien, choisir tout ce qui était pour acheter en équipement pour les enfants. Pour la construction, ce qui nous inquiétait, c'était les surcharges. Parce que le contracteur avait soumissionné pas mal plus bas. Fait tout le monde s'attendait à ce qu'on ait beaucoup de surcharges. À la seconde, nous, ce qu'on dirait, une petite chose de modifier sur le plan ou que la personne reprendrait un petit travail, que là, on paierait énormément cher pour ça. Fait à tous les jours, soit moi, soit Luc, quelqu'un venait sur le chantier, des fois 2 fois par jour, s'assurer qu'il n'y avait absolument rien qui se faisait défaire ou qu'on recommençait absolument rien et que tout était dans la même direction. Un très, très bon exemple, vous allez voir plus tard, il y a un système de balayeuse centrale. L'énergie pour le balai n'a pas été mise à même la prise parce que quand on a réalisé qu'il n'y avait pas d'énergie électrique sur les prises, il y avait certains murs qui étaient déjà fermés. Fait qu'il a fallu trouver un moyen pour ne pas réouvrir les murs parce que ça aurait coûté trop cher, de mettre une prise électrique à côté de chacune ou pas loin, là. Des fois, c'est un mur un peu plus loin, quelques pieds plus loin, là, de chacune des prises de balayeuse. Fait que c'est un exemple typique, là. Parce qu'il y a une des choses, c'est à la seconde où tu commences à défaire un mur, ou que tu demandes à un contracteur de refaire quelque chose, c'est là que tu payes énormément d'argent. Spécialement, à moins que ce soit une erreur de sa part, mais si c'est quelque chose que toi tu as oublié, ou que l'architecte a oublié, parce que c'est arrivé, il y a certaines choses que l'architecte a oubliées, il y a certaines choses que nous autres aussi, on a oubliées. Je dirais même qu'il y a des choses qu'on on a hésité à un moment donné à mettre et à ne pas mettre, puis c'était le fun parce qu'on recevait des téléphones des gens de la place qui nous disaient « Écoute, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? » Puis là, bien, ça nous appuyait. Des fois, on y avait déjà pensé, des fois non. Mais quand que tu y avais déjà pensé puis que tu hésitais, ça vaut-tu vraiment la peine? Puis que là, tu avais quelqu'un d'autre qui dirait « Ouais, moi, je suis passé là à un moment donné puis il est arrivé telle affaire. Tu devrais faire ça. » Un bon exemple, c'est le brise-glace. Il y a un brise-glace dans la cour. Pour la cour des enfants, il y a un brise-glace tout le long, dessus du toit. Puis, une des choses, c'était assez dispendieux, ce brise-glace-là, mais c'était pas loin de 5 000 $. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, 5 000 $, tu sais, là, tu dis, c'est-tu vraiment? Puis là, ben, l'architecte, puis le contracteur dit, bon, on n'est pas sûr, tu sais.
Fait que, on dit oui, on le veut, on ne veut pas négliger la sécurité des enfants, on veut absolument mettre ça, mais là, tu te demandes la qualité du brise-glace. Ça vaut-tu vraiment la peine d'investir 5 000 là-dedans? Peut-être qu'un 2 000 fera l'affaire. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui nous ont appelés et qui ont dit, écoutez, on a vu, nous autres, ça nous est arrivé que la neige est passée à côté de nous autres, on ne pensait pas que je serais frappé par ça. Fait que là, tu es content, tu dis, OK, bon, ben, c'est parfait, ça nous rassure, réellement, étant donné que c'était une surcharge, tu peux aller voir le ministère et dire, écoute, regarde, là, il s'est passé telle affaire, on a eu telle personne qui nous a dit telle chose, fait que ça nous a appuyé là-dedans, c'était rassurant, fait qu'on on a investi sur un bon brise-glace, on a pris le meilleur, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème. Ouais. Qu'est-ce d'autre qui s'est passé aussi? L'autre chose, ça a été l'autre qui t'a donné aussi de l'argent pour les copeaux. Ça, c'était une partie pas mal intéressante. Ça on a commencé par approcher Tembec. Mais à la base, c'est que la cour, c'était vraiment pas facile de décider qu'est-ce qu'on met dans la cour. On voulait avoir des surfaces différentes, plusieurs surfaces différentes, pour que les enfants soient capables de vivre des choses différentes. Fait qu'il y avait déjà du béton. Heureusement, le Richelieu avait déjà pas mal de béton, fait que pas de béton, de l'asphalte. Fait qu'on a gardé une partie d'asphalte dans la cour. Il y avait une partie de la terre, du sable. C'était pas vraiment difficile. Il y avait déjà du sable. Il ne respectait pas les normes, mais c'était moins difficile un peu. L'autre partie qui était très, très, très intéressante, c'est que le CPE avait découvert... On avait déjà eu un don de Société de développement de Témiscamingue de 5 000 $ pour un projet de mettre des copeaux dans la cour, dans l'ancienne bâtisse. Et nous avons eu une extension, parce que quand le SDT fait un don, tu as un certain temps pour utiliser l'argent. Donc, on a eu une extension parce qu'on s'est dit, on veut pas le faire dans l'ancien bâtisse si on va déménager. Donc, je savais dès le début du projet que si on voulait garder le 5 000 $, il fallait l'utiliser pour mettre des copeaux dans la cour. Elle avait eu déjà des estimés de certaines personnes, de certaines compagnies, avec des échantillons de copeaux. Puis c'était 10 000 $ pour la vieille bâtisse. Donc, 10 000 $, ça faisait pas la cour ici, c'est certain. Donc, on a regardé, Marc a regardé exactement c'était quoi le système qu'il nous vendait à 10 000 $. Ouais. Et c'est là qu'il a décidé qu'on pouvait faire un système nous-mêmes, puis juste aller chercher les copeaux. Là, c'est mon beau-père qui a décidé qu'on pouvait avoir des copeaux. On a été voir un spécialiste en copeaux. On a été voir mon père. Raymond Moreau. Ouais. Puis on lui a demandé d'estimer c'est quoi la sorte de copeaux. Regarde donc ça. Fait que c'était du cèdre. Puis on peut vous jurer qu'il a fait des tests. Il a fait beaucoup de tests. Ouais. Donc, on a décidé à ce moment-là d'aller voir Tembec pour voir s'il y avait la possibilité de recevoir un don de copeaux de cèdre. Et bien sûr, Tembec a dit oui, il n'y aura pas de problème. Mais finalement, après avoir fait les tests, c'était pas qu'est-ce que Tembec avait dans le moment, c'était pas 100% cèdre. Donc, on était obligé d'aller chercher ailleurs. Et ça donnait bien que Commonwealth Plywood avait des copeaux de 100% cèdre. Et nous avons fait un don de plus que 20 tonnes de copeaux. Et on n'est pas... il y avait une équipe de bénévoles. Je te dirais que ce qui était intéressant, ce qui était super intéressant, justement, à part de Commonwealth, c'est que quand Raymond a réalisé que Commonwealth avait des copeaux, il était les voir. Puis Alain Lebar, a même participé à charger le camion d'échantillons pour qu'on puisse faire les tests. Parce que là, c'était pas certain que ça fonctionnerait bien, parce que des copeaux, c'était pas mal plus gros que les besoins réels, parce qu'il faut que ça soit échiqueté, là. Tous les copeaux doivent être échiquetés pour qu'ils soient capables de se tisser ensemble, puis d'avoir certaines propriétés, là, on va dire. Fait que c'était pas certain que les copeaux feraient la job. Fait que même Alain, tu sais, tu dis, quand tu vois des petites choses comme ça, tu dis vraiment, tu peux pas faire autrement que de dire c'est un très, très bon projet. Quand tu vois... Le directeur général s'en va dans le cours pour pelleter. Pour remplir le camion lui-même, tu sais, tu dis,
on est sur la bonne voie, là, tu sais, c'est réellement quelque chose que tout le monde participe dedans, tu sais. Fait qu'Alain, il a aidé à pelleter ça. Là, Raymond a fait les tests. Il a bien aimé, il a été voir une de nos employées, Linda Rowe, puis il a donné une boîte pleine de copeaux pour qu'elle l'emmène ici à la garderie pour que les enfants jouent dedans, pour voir comment ils aimaient ça. Ouais. Il a emmené une autre boîte chez nous pour que moi, je regarde ça et je décide si c'est assez bon. Il a mis une pile dans la cour ici, puis il a laissé ça dehors pour quelques jours à pluie, puis tout ça, puis il venait à tous les jours pour rentrer le bras dans le pile pour voir si ça gardait l'humidité ou si c'était sec. Ouais. Il faisait toutes sortes de choses pour être certaine que c'était bon pour les enfants, puis ça sera propre, ça sera pas trop humide, qu'il n'y aura pas d'échappe, il n'y aura rien qui pourrait être mal là-dedans pour les enfants. Ouais. Non, c'était super intéressant, cette affaire-là. Fait que quand tout ça a été concluant, bien, la Commonwealth a dit « OK, on va vous en donner un camion. » Ils ont été chercher, c'est LRL, la compagnie LRL qui nous a passé pas le tracteur, mais... le camion? Non, pas le camion, le trailer. Là. OK. Puis c'était un trailer qui se déchargeait tout seul. Puis après ça, c'est un autre monsieur, Richard Lambert, qui nous a passé, lui, le tracteur réellement. Donc, il était cherché. Richard il est aussi la personne qui a opéré le chipper. Fait que tu dis, tu sais, c'est impressionnant, à aucun frais, là, il a tout fait ça gratuitement. Là. Ça lui a pris plusieurs heures parce qu'il fallait s'assurer qu'il n'y ait presque pas d'écorce dans les copeaux. Fait que Richard il a chippé ça, il l'a chargé, il est venu le mener avec son camion ici. Il est revenu durant la fin de semaine pour pousser, pour s'assurer que tout allait bien. Il est venu superviser, voir s'assurer que tout était bien correct. La compagnie LRL a même passé à un moment donné un camion pour que... En tout cas, c'est impressionnant à voir. Quand tu vois la quantité de gens là, qui se sont impliqués, puis à travers tout ça, je pense qu'on était rendu à 7 personnes dans la cour, qu'eux autres, parce qu'ils avaient même été chercher, ça coûtait un moteur, cette affaire-là. Ils ont été chercher une déchiqueteuse à Sudbury, parce qu'ils n'en trouvaient pas dans Sturgeon Falls, parce qu'ils n'en trouvaient pas nulle part ailleurs. Personne d'autre qui avait ça, une déchiqueteuse qui nous permettait là, d'avoir les caractéristiques voulues là, d'un copeau. Ils ont été chercher ça, ils l'ont emporté ici. Toute la fin de semaine, les gens ont travaillé là-dessus. Il y avait plusieurs membres de ma famille immédiate, là, mon père, ma mère, il y avait... Tes deux frères. Oui, mes deux frères. Linda Rowe et Richard. Moi-même, bien entendu. Il y avait quelqu'un d'autre? Il y a Richard Lambert qui est venu donner son coup de main à un moment donné aussi. Tu sais, c'était intéressant, c'était super le fun de voir ça. Il dit que c'était super le fun aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je suis très content. La fin de semaine même, là, il se plaignait pas mal. Là. Toute la famille était... Toute la monde se plaignait. Oui, parce que quand tu pelletes 20 tonnes, 2 fois là, pour le débarquer, pour le mettre dans le déchiqueteuse, puis là, quand ça sort, pour le mettre dans la cour, là, ça fait beaucoup de pelletage. Oui, parce qu'il y en a 14 pouces d'épais, entre 12 et 14 pouces à grandeur de la cour. Puis avant ça, la compagnie Syrah avait aménagé tout le terrain pour s'assurer qu'il y avait un bon drainage. On a fait installer des drains. Fait qu'en dessous, il y a des drains pour s'assurer que les copeaux ne pourriraient pas ou qu'il n'y aurait pas de problème d'humidité dans les copeaux. Fait que c'est pour que le sol se draine bien. Puis d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'on avait donné un montant fixe à la compagnie. Ils disaient, écoutez, on ne peut pas se permettre que vous dépassiez tel montant. Puis eux autres voulaient faire une bonne job, un bon travail. Fait que, à un moment donné, ils ont réalisé, oups, on l'a dépassé. Ils ont été gentils. Ils nous ont fait un don pour l'équivalent, parce qu'ils savaient que notre budget était très, très, très serré. Fait qu'ils nous ont fait un don. Une couple de 1000 piastres, ça. Fait que c'était, tu sais, tu peux pas être autrement qu'encouragé quand tu vois des choses comme ça. Bien aussi, on a oublié de mentionner avant tout ça, quand on a juste avant que la construction a commencé, une des façons qu'on a faites pour réduire les coûts, c'est de faire la démolition nous-mêmes. Ah ouais. Donc, c'était supposé d'être Marc et Luc Laforêt qui venaient ici avec
quelques membres de la famille. Puis finalement... c'est pas croyable la quantité moi, de gens qui je connaissais est pas tout le monde qui était ici. Ah, non. Ben, il y a eu Michel Laplouf qui est venu. Plouf. Je vais en oublier, c'est garanti. Il y a Pierre Bourque, oui, qui est venu donner un coup de main aussi. Bien entendu, j'ai mon frère Daniel qui est venu, mon père, Richard Rowe qui est venu. Linda Rowe. Linda, oui, puis ma mère est venue. Janine. On a passé une grosse fin de semaine intensive à juste faire de la démolition. À un moment donné, on était rendu qu'un camion, j'appellerais dans le Richelieu dans le temps, pour être capable de défaire les murs. Il faut dire que même tout qui enlevait là, les lumières puis les fans qu'il y avait dans le plafond, mon beau-frère Daniel est parti avec les lumières. Il dit, inquiétez-vous pas, je vais essayer de vendre ça pour vous autres. Il en a vendu. Il est arrivé 6 mois plus tard avec un chèque chez nous. Il dit, tiens, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, j'ai vendu les lumières. C'était pas croyable. C'était pas croyable de voir la quantité d'énergie puis que les gens avaient là-dessus. C'était pas croyable. Je veux dire, puis tu penses aux rideaux. Je veux dire, les rideaux, c'était l'enfer. Il y a au-dessus de 60 heures qui ont été investies par 2 bénévoles, Linda Rowe puis ma mère, Janine Moreau, pour faire les rideaux. On ne les voit pas dans cette salle ici, mais dans toutes les autres salles, vous allez voir, tous les rideaux ont été faits à la main. Puis ils ont été magasinés pour acheter des tissus, ils les ont fabriqués, ils les ont corrigés. Ça a été, c'est pas croyable. C'est pas croyable la quantité d'énergie qui a été mise. Qu'est-ce qui s'est passé après ça, après la construction? La construction a vraiment bien été. Les contracteurs, c'était impressionnant à voir. Comme je disais initialement, là, on venait au moins une fois par jour voir le chantier pour s'assurer que tout était correct. Et il dit on, mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est lui, il venait à tous les jours. Parce que moi, quand je rentrais ici, là, je me faisais appeler la femme à Marc Moreau. Je n'étais pas la directrice Patricia, là, j'étais la femme à Marc Moreau. Puis Marc, il les connaît toutes par leur nom, leur prénom, nom de famille. Il les connaît toutes. Moi, je ne les connais pas pantoute, là, mais même Marc, quelques histoires de lui, mais Marc a passé beaucoup de temps ici. Il les connaît toutes, puis il peut te dire où ils sont passés chaque fil. Puis ce qui était le fun, c'est que tu voyais que même les gens qui travaillaient sur le dossier, c'est-à-dire les contracteurs eux-mêmes, ils mettaient vraiment beaucoup d'eux-mêmes là-dedans. Ils voyaient comment est-ce que pour nous autres, c'était important d'avoir de l'ouvrage de qualité. Puis, fait qu'ils voulaient en faire de l'ouvrage de qualité. Des très, très bons exemples. Aux enfants aussi. Oui. Puis, bien entendu, je veux dire, la mission même du CPE, je veux dire, c'est très, très, très noble comme mission. Là, là. Tout le monde a un enfant ou un petit enfant. À peu près tout le monde a des enfants ou ont des petits-enfants qui ont eu à se faire garder à un moment donné ou à un autre, tu sais. Les gens qui rentraient pour travailler ici étaient super heureux de voir ça, puis de penser à la qualité de vie que nos enfants auraient, là, parce qu'au bout de la ligne, c'est nos enfants qui vont en profiter le plus, là, on va espérer. Fait que, tu sais, c'est... non, c'était vraiment le fun. Je voyais, par exemple, on m'a donné un exemple, le contracteur électrique, à un moment donné, il a décidé, lui, que, il n'aimait pas ça, un certain type de prise, puis... même si ça impliquait des coûts supplémentaires pour lui, il s'est changé pareil. Tu sais, un bon exemple, c'est à la réception, vous allez voir, si on a le temps, on va vous montrer, c'est tous des petits détails, mais c'est tous des petits détails qui font la différence sur la qualité de vie des employés, la qualité de vie des enfants ici. Tu sais. Puis, ils ont vraiment mis un peu d'eux-mêmes dans le travail. Tu sais. Au bout de la ligne, on a eu quelques petites surcharges, des exemples, comme je disais tantôt, la balayeuse centrale, le brise-glace. Au niveau de la réseautique, on y a mis, puis le téléphone, on a mis un petit peu plus que réellement, que le strict nécessaire, on va dire. On a mis un peu plus aussi sur les portes pour la sécurité des enfants. Il y a quelques petits endroits comme ça, là, vraiment mineurs. Au bout de la ligne, on n'a presque pas eu de surcharge d'aucun des employés. Il y a eu aussi dans la salle de lavage, on a mis 2 systèmes d'eau chaude. Un système à eau chaude pour les éviers, pour les enfants, fait que la température est plus basse un peu pour pas qu'ils se brûlent. Puis dans la cuisine, la température est un petit peu plus élevée. Fait qu'il y a 2 systèmes d'eau chaude complètement indépendants.
Même chose aussi pour la laveuse. Mais Puis le bain. un bon exemple aussi, c'est que le bureau, bien, le comptoir qu'on a dans la réception, ça, c'était dans la Banque nationale. Oui. C'était pas utilisé. Puis le contracteur a dit « Ah non, c'est impossible, on peut pas déménager ça. » Même quelqu'un qui travaillait sur les meubles intégrés a dit « Ah non, tu essaies de bouger ça, là, ça va briser, ça va craquer. » À un moment donné, une de nos bénévoles, là, Richard Rowe, là, il est venu, il a regardé ça, puis il dit « Ben non, on peut déménager ça, il n'y a pas de problème. » Mais à ce moment-là, tout était fermé, là, ça ne passait plus par la porte, là. Ah, une gang de bénévoles qui se sont ramassés ici, ils ont tout défait le vitre en avant, ils ont enlevé le vitre en avant, ils ont déménagé le comptoir pour qu'on ait une belle comptoir en avant. Puis le contracteur pensait qu'on était fous un peu, là, de tout défaire, même enlever un vitre. Le risque était grand, mais ça valait la chandelle, on envoie les résultats. Là. Tu sais, c'est la même chose pour les portes. Les portes des bureaux, c'était la même chose. Au début, on était serré dans le budget. Bien, une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a coupé partout ce qu'on a pu. Le plancher dans le corridor, tout ça, c'est l'ancien plancher du Richelieu. On a gardé exactement le même plancher, on a juste remplacé les tuiles qui étaient maganées, c'est tout. Les portes des bureaux, on a récupéré les portes de la banque. On les a ramassées, on les a apportées de ce bord ici. C'est des belles portes, OK, on va mettre ça. Ce qui est intéressant aussi, parlant des bureaux, parce que, mais vous allez voir, c'est impressionnant, ils ont des maudits beaux bureaux, on est un peu jaloux, là. J'en suis un peu jaloux, j'aimerais ça, un beau grand bureau comme ça, malgré que j'ai une belle vue, moi, là. Mais j'aimerais pareil avoir des grands bureaux comme ça. C'est tout l'aménagement du centre ici a été fait en fonction des enfants. Fait que, ce que je veux dire par là, c'est que la dimension de chacune des salles, ce qui régit la dimension des salles, c'est la surface vitrée de la salle. Fait que quand vous allez visiter les salles, vous allez voir, ce qui est prédominant, c'est la grandeur des fenêtres. On n'avait pas le choix. La dimension de la salle est maximisée en fonction de la dimension des vitres. Comme par exemple, dans cette salle ici, vous allez voir qu'il y a 2 vitres d'une certaine grandeur qui nous a permis d'avoir un peu plus grand comme local. Le local ici est un petit peu plus grand parce qu'on avait 2 murs pour mettre des vitres. Dans les autres salles, il y a seulement qu'une vitre, il y avait seulement qu'un mur. Fait qu'on a commencé par aménager les salles, puis après ça, on a dit, le reste, on va le donner au bureau. Fait que, ça fait drôle à dire, ma femme, son pauvre bureau, a été dimensionné, elle aurait aimé ça, je suis certain, avoir une fenêtre, là. Une fenêtre, elle en avait une dans le passé. Mais écoute, il a fallu qu'elle vive avec ce qu'elle avait. On lui a donné la place au centre de la bâtisse parce que eux autres, ils n'ont pas besoin de fenêtres. Pour les fenêtres, pour les enfants, c'est important, mais pour eux autres, ça ne l'était pas. Fait que, c'était comme ça que tout était aménagé en fonction des enfants et non pas en fonction des travailleurs. Un peu dans les salles, vous allez voir là, qu'il y a beaucoup de choses. Les choses ont été, bien entendu, aménagées pour les éducatrices. Là, pour faciliter la tâche de l'éducatrice, c'est certain. Parce que si tout est difficile pour l'éducatrice, bien, elle ne sera pas bonne avec les enfants. Là. Ouais. Mais c'est sûr qu'on a essayé le plus possible d'aménager tout dans le CPE pour les enfants. Ouais. Comme une chose qui me vient à l'esprit, qui était vraiment, là, que je trouvais super, là, juste pour montrer à quel point que les employés se sont impliqués dans le dossier. Excusez. C'était dans les esquisses initiales qu'on avait faites, qu'on avait envoyées au ministère, dans l'entrée, c'était une réception. Réellement une réception au sens brut du mot. Là. Tu t'en vas voir un avocat ou quelqu'un, un docteur, bien, il y a une réception. Ça veut dire que tu as une place où tu peux t'asseoir, tu peux jaser avec les autres personnes qui attendent, des choses comme ça. Fait qu'on avait fait une réception classique. Puis les locales, où les enfants mettaient leur linge, si tu veux, quand ils rentraient le vestiaire, étaient réellement dans le corridor. Puis moi, je trouvais ça le fun. Comme l'école. Oui, c'est ça. C'était comme l'école. Je trouvais ça bien le fun. Puis avoir une réception, c'était bien, il me semble. Mais, tu sais, quand tu m'as pensé à ça, mais pourquoi une réception? Il y a vraiment personne qui va avoir besoin d'une réception. Puis là, les éducatrices s'en sont mêlées, puis on dit, bien écoute, nous autres, ce qu'on préférait, ce serait que le vestiaire des enfants soit tout là. Ça m'avait jamais passé par la tête, moi, là, de mettre le vestiaire là. Tu sais, je pensais pas comme ça pantoute, là. Mais eux autres, on dit, bien écoute, ça a peine de l'allure, regarde, on va localiser notre eau durant l'hiver. Quand les enfants rentrent, ils vont mouiller juste cette section-là, des bureaux, du local, du CPE.
Fait que ça avait bien de l'allure, tu sais. Fait qu'on a modifié les plans avant que l'architecte les pogne pour les accommoder là-dessus, tu sais. C'est un autre petit point pour montrer comment que les employés, tout le monde a vraiment participé à fond dans le projet. Tu sais, ça en est vraiment impressionnant. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a aménagé. Après ça, le reste de la construction a vraiment bien été. Ça a super bien été. On n'a pas eu de dilemme. C'était la dernière seconde. On était supposé d'ouvrir 1 mois d'avance. Puis là, tout d'un coup, on réalise que, on a oublié le pralard. Personne qui a commandé le pralard. Pour d'un salle, c'est un pralard bien particulier. Il est spongieux. Donc, si un enfant tombe, il devrait se faire moins mal que sur le béton. Parce que tout le reste, c'est toute une grosse slab de béton. Fait que si tu tombes sur la tuile, il y a des chances que tu te fasses mal. Tandis que là-dessus, c'est plus spongieux. Puis l'autre facteur aussi, c'est un meilleur isolant. Fait que si tu marches nu-pied, les enfants marchent régulièrement nu-pied, ou c'est-à-dire en pied de bas, puis ils vont s'asseoir par terre. Fait qu'il y a un bon facteur air, c'est un bon isolant. Fait qu'on voulait absolument avoir ce plancher-là. Mais il venait de la France. Fait que ça a retardé le projet de pas loin d'1 mois, à cause qu'on n'avait pas le pralard à temps. Autrement, on aurait été une semaine d'avance sur le projet. Ça n'aurait pas été du pralard. Mais ça en valait la chandelle. Vraiment, là, c'est un beau pralard, puis les enfants l'aiment beaucoup, les éducatrices aussi, puis c'est 0 entretien. Tu sais, puis tu marches dessus, c'est confortable, c'est pas mal plus confortable que sur une slab de béton. C'est-à-dire sur les tuiles qu'on a dans le corridor ou dans les bureaux, partout ailleurs. Tu sais. Je pense aussi que ça vaut la peine de parler. Quand tout était fini, c'était le temps de faire le déménagement. Pour la convenience des parents, on n'a pas fermé pour déménager. Nous avons décidé de déménager le vendredi soir et le samedi, puis placer le dimanche pour être ouvert le lundi matin. Et je peux dire que tous les parents, nous avons récompensé par vraiment s'impliquer dans le déménagement. Le vendredi soir, rendu 8 heures, tout était déménagé. 1 heure et demie, là, c'est sans exagérer, là. Entre 1 heure et 1 heure et demie, la bâtisse au complet, l'ancienne bâtisse était déménagée ici. Il y avait assez de camions que je crois qu'il y a peut-être 2 camions qui ont fait 2 voyages, mais c'est tout. Et il y avait des camions qui arrivaient à l'autre bâtisse, qui se viraient de bord parce qu'il y avait tellement de monde là qu'ils ont décidé, écoute, il y a trop de monde, on va retourner à la maison. Là. Ouais. Mais c'était très, très, très bien. Là. C'était... On a eu de l'aide toute la fin de semaine. Ouais, il y a des gens il y a beaucoup de gens, là, je serais même embêté de toutes les nommer. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à nettoyer, à aménager, à poser les cadres, à faire toutes sortes de petites choses là, nécessaires là, pour aménager les locaux. Je pense à Michel Major. Michel qui a tout aménagé la cuisine avec la mairie Donald Bruno. Qui ont tout aménagé la cuisine. Ils ont tout branché, ils ont tout installé. Le lendemain, samedi matin, ils ont été au magasin chercher ce qui manquait pour installer la sécheuse. T'sais, on n'avait aucun casse-tête. Là, on pouvait passer à d'autres choses, complètement d'autres choses, nous autres, pas s'occuper de ça. C'est impressionnant. T'sais, quand tu vois ça, là, tu ne peux pas être encouragé par ça. C'est impressionnant. C'est de valeur que je ne sais même pas le nom de la personne que Daniel Moreau, ton frère, a été communiqué avec la personne qui est en charge, je présume, de la dompe et tout ça, là. Parce qu'il a parlé avec quelqu'un, puis il y avait un gros... un container gros contenu en arrière pour que nous autres, durant la fin de semaine, on pouvait juste la remplir. Puis il venait le chercher lundi matin pour tout en... Sans aucun frais. Tu sais, il a décidé... C'était sa façon de participer au... Daniel a été lui voir, puis il a dit, ça n'a pas de bon sens. Il y a au moins une 50aine de bénévoles qui sont là, puis il dit, avec toi, il va en avoir 51. Oui, tu sais, puis la personne a pris sans rien, puis OK, il est venu mener le container, ils sont venus le chercher le lundi. Je pense que c'était gourmand. Tu sais, ça ne peut pas être autre chose qu'impressionnant. Un autre exemple, juste de montrer comment est-ce que la communauté
On n'a jamais entendu non. Je veux dire, j'ai jamais entendu non. On a cogné à des portes, à plein de portes. Tembec nous a donné quoi, 15 000 plus un autre, ils nous ont donné une lettre comme de quoi qui nous garantissait des dons pour les 2 prochaines années, 17 000 7 500 par année. Tout le monde a donné quelque chose. Tout le monde a fait leur effort. Les Lions sont venus nous aider une fin de semaine parce que le gros déménagement est arrivé le vendredi soir. Mais la fin de semaine d'avant, ils sont venus nous aider pour tout de suite aménager la cour, déplacer les gros équipements. Fait qu'il y a quelques bénévoles du groupe des Lions qui sont venus. Ils nous ont donné un gros coup de main là-dessus. C'est pas croyable. Un autre bon exemple, c'est à un moment donné, on avait un problème. Il y avait un problème d'infiltration d'eau dans la bâtisse. Puis c'était pas dans le contrat avec le contracteur. Là, il mouillait énormément fort une fin de semaine. On voyait l'eau rentrer par la porte d'en arrière. Robert Plouffe vient avec de l'équipement, brise la slab de béton, on réarrange ça pour arrêter l'eau de rentrer. Tout ça gratuitement. Après ça, on avait besoin d'équipement quand on a fait l'aménagement de la cour. Oui, tu as appelé pauvre Robert Plouffe, il était au centre avec sa fille qui patine avec la mienne. C'est pour ça que je le savais. Son téléphone cellulaire sonne, puis il me regarde, il dit « C'est ton mari et ton beau-frère, ils veulent mon loader. » Puis il est parti pour aller emmener l'équipement le dimanche. Gratuit. Mais c'est vrai, ça a toujours été comme ça. Quand on demandait de l'aide de la population de Témiscamingue, on n'a jamais entendu non. C'était toujours oui. Les employés ont travaillé toute la fin de semaine. Les maris, les employés. Je veux dire, c'est pas croyable. C'est comme quasiment, tu travailles à garderie, ça veut dire que ton mari et ta famille fait du bénévolat. J'ai jamais vu... je travaillais à plusieurs places dans ma vie. J'ai jamais vu la quantité d'énergie que les employés ont déployé, les employés, leurs familles, les gens qui travaillent au CPE, qui ont déployé pour être capable de rendre ça un succès. C'était impressionnant. Je veux dire, la plupart des gens vont le dire, écoute, j'ai fait ça hier, j'ai fait ci. J'arrivais des fois, là, ici, ou dans l'ancienne garderie, ou des choses, il y avait des gens là qui travaillaient, que c'était totalement, tu sais, ils n'en parlaient pas, là. Tu sais, je suis certain qu'on ne pourra même pas calculer la quantité d'heures de bénévoles que les employés ont mis pour être capables de faire ça, et c'est un succès. Tu sais, il y en a plusieurs, c'est pas tous les gens qui c'est des gens, il y en a plusieurs qui c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, qu'on va dire. Tu sais, c'est pas des gens qui vont s'asseoir devant la TV pour dire qu'est-ce qui se passe. Il y en a plusieurs qui ils vont le faire de leur grand cœur, puis ils n'en parleront pas. Oui, des fois même, moi, je ne suis pas au courant. J'entends parler peut-être 2, 3, 4 semaines plus tard qu'une affaire était faite par une des employées durant une fin de semaine, une soirée, puis ils ne demandent jamais rien. Jackie, son mari, qui est venu faire la cour. Ah oui, Martin Savard. Martin, à un moment donné, il a pris de son propre initiative d'aller chercher des estimés, voir comment ça coûterait pour aménager ça comme il faut la cour, pour séparer les 4 surfaces de jeu. Parce qu'il y en a la quatrième que je n'ai pas parlé tantôt, il va en avoir une, elle n'est pas là encore, mais elle va être aménagée, ça va être de la tourbe pour les enfants. Mais pour les séparer comme il faut, pour qu'il y ait de contamination d'un sol à un autre ou d'une surface à un autre, ben, il a tout fait ça, il a été chercher du bois traité, il a été chercher un estimé commencé, il l'a présenté, il a dit OK, il a été chercher le bois, il l'a fait. Richard Roux aussi, il a travaillé dans le cours pour aménager ça aussi. Puis c'est surprenant que c'était même pas tout le temps que nous autres, on allait cogner sur leur porte. C'est eux autres qui couraient après nous pour être capables de faire du bénévolat pour nous. Ça que j'en revenais pas, là. J'ai des gens qui venaient me voir, moi, à mon bureau, pour me demander, ben OK, on peut-tu faire ci, on peut-tu faire ça, on peut-tu mettre des on voudrait mettre des pôles à rideau, par exemple. Tu sais, tu te dis, ouais. Puis c'est pas nécessairement tous des parents. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'employés, la famille des employés. Puis il y a des gens de la communauté qui n'ont pas d'enfants ici. Je vais me donner un exemple. C'est des petites niaiseries, mais c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence entre le succès d'un projet puis
l'échec d'un projet. Je veux dire, je vais prendre Denis Lacourse. Regarde, Denis travaille au magasin à Témiscamingue, à Tembec. Puis les pôles à rideaux, c'est tous des pôles en stainless steel qu'on a achetés à travers Tembec. Puis, tu sais, Denis, quand j'ai été le voir, je dis écoute, ça me prendrait ton camion, il faudra emprunter le camion de la compagnie pour être capable d'éliminer ça. C'était oui instantané. Tu sais, il aurait pu dire non, mais non. Tout de suite, il a dit oui, c'est correct, prends-les, va l'amener. Puis je sais que le lendemain matin, il cherchait les clés, les gars. Fait que je m'attendais, j'ai été chercher 2 fois le camion. Tu sais, tu dis, tu peux pas faire autrement que quand tu es rendu, tu es fatigué, tu te dis où est-ce qu'on s'en va. Tu vois comment est-ce que la population, les gens autour encouragent, puis aiment le projet, puis ils veulent t'aider là-dedans. Tu peux pas faire autrement que d'avoir un regain d'énergie puis de continuer à travailler là-dessus. Tu peux pas faire autrement. Puis qu'au bout de la ligne, que tu sois content du résultat parce que c'est tous eux autres, c'est tous ces gens-là qui ont fait la différence. C'est tous ces petits détails-là qui font la différence. Je veux dire, même, Bien, je crois qu'on pourrait terminer par dire, c'est un petit peu gênant quand on se fait féliciter par le monde pour une réussite de projet, parce que les gens qui devraient être félicités, c'est tous les gens de la communauté de Témiscamingue. Oui, c'est un bon point pour conclure le projet. Je veux dire, ça vous donne une idée, si jamais vous embarquez dans un projet comme ça, puis vous avez cet appui-là, vous ne pouvez pas faire autrement que ne pas réussir. Et en arrière de nous, il y a un homme extraordinaire qui nous avons inspiré de rêver. Et quand j'utilise le mot « inspiré », je suis très polie. C'était inspiré, poussé, forcé. Il n'a pas pris « non » comme réponse. Un homme qui nous avons incité du début jusqu'à la fin. Cet homme est mon mari, Marc Moreau. They say behind every good man there is an even better woman. In this case, behind this woman is an exceptional staff, and behind us is an extraordinary man who inspired us to dream. And I use the word inspired politely because we were inspired, pushed, forced, convinced. A man whose drive saw us through from beginning to end. This man is my husband, Marc Moreau, and I would like to ask him to come up now and cut the ribbon. C'était un très, très beau projet. C'était le fun à faire. J'avoue, par exemple, qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont participé, qui ont aidé au succès du projet. Bien entendu, toutes les gens qui sont ici, ça va de soi. Vous avez tous fait quelque chose à un moment donné ou à un autre, puis plus. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont fait plus de choses à certains moments donnés. Mais réellement, les gens qui ont aidé le plus au succès de ce projet ici, ça a été les employés. Parce que la première fois qu'on a rencontré le conseil d'administration dans le temps pour présenter le projet, il était face avec un dilemme. Il y avait 2 projets sur la table. Il y avait un projet de rénovation de l'ancienne garderie, puis il y avait le projet ici, qui était très embryonnaire. C'était un peut-être, on ne sait pas. On pense qu'on serait capable de l'avoir pour un bon prix, puis rendre ce projet ici rentable, puis faisable, puis le faire accepter par le ministère de la petite famille de l'enfance. Fait que, direct là, les employés, ils se sont entendus à 100%, ils ont appuyé le projet, ils ont décidé de retarder les rénovations de l'ancienne garderie, dans le but de voir si ce projet ici, réellement, viendra à terme. Faut que je dise ça en anglais. Okay. Well, this was a very exciting project. I thought it was a great project for the town and for everyone. Everyone could, at a moment or another in their life, relate to it. But one of the things that was quite impressive on this particular project and made these things fall into places was the employees. The first time we met the conseil d'administration, the board of directors of the daycare, that's close to 3 years ago, 2 years ago? 2.5 years. Some of them were hesitant, are we not? And the big dilemma was there was 2 projects on the table at that point. There was one project that was pretty much all set up and could start right away to renovate the existing building.
And there was this project, but it was still at such an early stage within it. It wasn't sure it was going to go through. Nobody was convinced that even the government would accept this project. But the employees all got together, and they decided that it was in everybody's best interest to take a chance and let's wait a year and see if we could get this project through. If it wouldn't have been to that, it never would have went through. The board never would have accepted it with good reasons. And because in their hands they had one project that they knew the ministry was going to accept. It was pretty much already accepted, I believe. So really, because of all of this, I would like to invite Jackie to give me a hand in opening this, because you've been here the longest, you've been here forever, and I think you're a good representation of the employees here. Nous allons exposer en permanence quelques plaques que nous avons fait faire pour assurer de toujours s'en rappeler de tous les dons et le bénévolat qui nous a emmenés à atteindre nos buts. J'aimerais, à ce moment-là, remercier la Caisse populaire des Jardins pour leur don de 25 000 $ pour l'achat d'équipements de jeu pour les enfants, que vous allez voir parmi tout le centre quand on va faire le tour. J'aimerais remercier Tembec qui nous a fait un don de 15 000 $ et la Société de développement de Témiscamingue qui nous a fait un don de 11 200 $. Et les deux montants ont été utilisés pour contribuer à les coûts de les rénovations. J'aimerais remercier Commonwealth Plywood qui nous a fait un don de 20 tonnes de copeaux de cèdre pour notre cour extérieure. Et il y a des bénévolats parmi vous qui pourraient attester ces 20 tonnes qui ont pelleté. Minimum. J'aimerais remercier les employés. Votre amour pour les enfants vous avez emmené à surpasser les attentes de votre employeur cette année. En dernier, j'aimerais remercier tous les bénévoles. Ce projet est une réussite à cause de vous. Pour tous les enfants qui profitent de nos services, je vous remercie infiniment. We will be permanently displaying some plaques we had made to ensure we always remember all the donations and hard work that brought us here. I would like to thank the Caisse populaire des Jardins, who donated $25,000, which we used to purchase new equipment for the children, which you will see throughout all the rooms when we go for a tour. I would like to thank Tembec, who donated $15,000, and the Société de développement de Témiscamingue, who donated $11,200, both of which were used to help pay the cost of the renovations. I would like to thank Commonwealth Plywood for donating 20 tons of cedar wood chips for our yard. I would like to thank all the employees. Your love for the children definitely inspired all of you to go above and beyond the call of duty. Lastly, I would like to thank all our volunteers. This project is a success because of you. On behalf of all the children who use our services, we thank you. Okay, le premier plaque qu'on va installer dans le corridor. Nous voulons remercier la Caisse populaire des Jardins, Tembec, la Société de développement de Témiscamingue et Commonwealth Plywood pour leur générosité. Et à la communauté de la ville de Témiscamingue, un gros merci pour tout le bénévolat fait pour réussir ce projet qui a été très difficile sans nos bénévoles. We would like to thank the Caisse populaire des Jardins, Tembec, la Société de développement de Témiscamingue and Commonwealth Plywood for their generosity. And to the community of the town of Témiscamingue, a big thank you for all the volunteer work done to achieve this project. This would not have been possible without your help. Aux employés dévoués du Centre de la petite enfance Canel et Pruneau, nous sommes tous très heureux de voir ce que notre centre est devenu, ce qu'il est aujourd'hui,
Mais rappelez-vous toujours que c'est la générosité continuelle et le dévouement du personnel qui nous a emmenés à atteindre nos buts et qui continuerait à les surpasser d'année en année. Merci à tous les employés. To the devoted employees of the center, the centre de la petite enfance Canel et Pruneau, we are also pleased to see what this center has become, but always remember it is the continuous selfless dedication of the staff that has brought us here and will continue to carry our standards higher each and every year. Thank you to all the employees. I made a plaque. Je l'ai fait une plaque. C'est de les employés à 2 personnes. Bonjour à tous. Encore, j'aimerais personnellement remercier tout le monde ici pour tout le sport et les heures de bénévolat donnés pour faire de ce rêve en réalité pour les employés et les enfants de notre communauté. Communauté! I practice and practice. Hello, everyone. Again, I would like to personally thank everyone here for all the support and hours of volunteer work given to make this dream a reality for the employees and the children of this community. So this is Nous, les employés de CPE Canel et Pruneau, aimerions remercier 2 personnes très spéciales. Ils ont donné des heures incalculables. Ils ont donné une énorme quantité d'énergie. De plus, ils ont apporté à notre communauté un centre de la petite enfance dont nous pouvons en être fiers. Patrice Meyer et Marc Moreau, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Merci mille fois.